Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, mercredi 21 décembre, nous sommes ensemble jusqu'à 10h pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Sophie de Menton. Bonjour Sophie, vous êtes chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, bonjour à vous. Bonjour Valérie. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour. Et fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Je le signale aujourd'hui parce que l'Iran exécute, et on va en parler effectivement. Loïc Signor, bonjour, porte-parole de Renaissance. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Eh ben oui, les grèves à la SNCF à Noël. Qu'avez-vous envie de leur dire? C'est ce que vous avez posté hier, Samuel Lafont. Je serais curieuse de savoir quelles sont les réponses que vous avez eues. Je lisais ce matin Libération, je lis un petit peu tous les journaux, mais Libération qui fait un éditorial en disant la SNCF a laissé tomber les grévistes. Enfin, c'est pas du tout le point de vue quand vous lisez d'autres journaux et quand vous écoutez les responsables de la SNCF. Il y a eu des discussions, il y a eu 200 € d'augmentation pour les contrôleurs. Enfin, bref, on va y revenir. Loi immigration, des nouvelles règles sont-elles applicables? Et puis le risque de coupure d'électricité s'éloigne. Commençons avec notre tour de table. Sophie, allez, c'est positif avec vous ce matin. Ah oui, parce que j'en peux plus. Entre les grèves, on en parlera après et le reste. Écoutez, le point positif de l'année, j'ai envie de dire que mon coup de cœur va à l'humour. L'humour qui, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, des drames, des défaites au foot ou des victoires, les réseaux sociaux ont de l'humour. Et on peut éclater de rire, on s'envoie les vidéos. Il y a, par exemple... Il n'y a pas que de l'humour sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de... Non, mais je suis dans le coup de cœur. Oui, d'accord, vous êtes dans le coup de cœur. Donc c'est effectivement, à chaque fois qu'il y a un événement, et on peut en parler avec la Coupe du Monde. Alors on peut en parler, effectivement. D'ailleurs, je suggère à tous, il y a un site qui est très amusant qui s'appelle la Fédé de la Loose. C'est FF Loose, l'art de la défaite française dans les sports. C'est assez amusant. Vous avez tout, vous avez le Père Noël qui est devant tous les reines, et il y a un reine délégué syndical qui est là et qui disent non, ils veulent travailler, ils veulent être en télétravail. Vous avez tout, vous avez Mbappé agenouillé avec Macron qui essaie de le consoler et qui dit mais non, mais je t'assure, on pouvait pas utiliser le 49.3. Enfin, il y en a sans arrêt et je trouve que ça fait vraiment du bien. Voilà. Le wokisme aussi, par exemple, alors ça, heureusement, c'est très efficace. Blanche-Neige s'appelle la non-racisée neige et les 7 seniors non-binaires à croissance négative. Donc moi, ça me fait du bien. Bon, et puis le dernier coup de cœur, j'ai fini quand même. Nous sommes le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver et ça veut dire que c'est les derniers jours aussi courts de l'année. Donc tout va, les jours vont rallonger les nuits. Oui, absolument. Voilà. Donc c'était le coup de cœur positif de Sophie. Michel, vous, c'est un coup de cœur également? Alors oui, pour les femmes, et là c'est plus que les femmes, c'est le peuple iranien qui se soulève contre le régime des mollahs. Ce week-end, il y a déjà eu 2 exécutions depuis donc il y a 3 mois en fait. Mahsa Amini, qui était une jeune femme iranienne, est morte parce qu'elle avait fait dépasser une mèche de ses cheveux et la police des mœurs iranienne l'a mise à mort et ça a déclenché un mouvement extraordinaire en Iran. Et 3 mois après, il y a déjà eu 2 exécutions de manifestants. Il y a 7 binationaux franco-iraniens qui sont en prison. Et il y a eu 450 à 500 morts, des milliers et des milliers d'arrestations. Et malgré la réaction du régime, le peuple iranien continue à manifester. Moi, j'aimerais saluer la centaine de parlementaires français qui ont annoncé ce week-end qu'ils parraineraient des manifestants iraniens soit condamnés à mort, soit qui risquent d'être condamnés à mort. Parrainer, ça veut dire en fait faire un maximum de publicité sur le sort qui est réservé à ces personnes. Il y a des sportifs qui sont arrêtés, il y a des rappeurs qui ont été arrêtés, il y a des blogueurs qui ont été arrêtés. Et donc voilà, moi je veux saluer ces femmes iraniennes. Pendant qu'en France, on voit... Et ces hommes, hein, il y a des hommes, oui, il y en a pas mal qui sont... Elles sont vraiment les leaders de la mobilisation et elles le restent aujourd'hui, notamment dans la diaspora iranienne. Et je trouve ça vraiment extraordinaire et c'est une leçon pour nous aussi en France, parce que autant la révolution islamique d'Iran, il faut quand même
pas oublier que Khomeini, qui a pris le pouvoir il y a 43 ans, il est parti de Neuf-le-Château, c'est-à-dire la région parisienne, où il s'est rendu en Iran pour prendre le pouvoir 11 jours après. Et 43 ans après, c'est vraiment une très bonne nouvelle que ce mouvement. Et il faut que la France le soutienne davantage, parce que Emmanuel Macron, puisqu'on a la chance d'avoir le porte-parole de Renaissance à notre table, il faut qu'Emmanuel Macron fasse beaucoup plus pour soutenir ce mouvement. Il a fait pour l'instant plus de gestes symboliques que de mesures concrètes, comme l'Union européenne d'ailleurs. Le Canada a sanctionné 11 000 dirigeants iraniens. L'Union européenne, c'est 44 personnes. Il y a vraiment beaucoup à faire pour essayer de soutenir cet extraordinaire mouvement. Pas d'accord Non, parce je vois hocher la tête, Loïc Signor. Il y a des sanctions préexistantes. Il y a surtout un traité sur le nucléaire iranien a surtout évité de mettre en péril. Et on sait que c'est difficile. Et que la partie est loin d'être gagnée depuis que Donald Trump a déchiré cet accord et que l'Iran ne veut plus le respecter. Et c'est ça aussi la priorité du président de la République qui, dans son rôle, doit effectivement mener plusieurs batailles de front pour effectivement soutenir la population iranienne et ses femmes tout particulièrement, mais également garder le lien avec ses interlocuteurs. Vous le savez, c'est la façon dont le président de la République agit sur la scène internationale, toujours garder le contact. Donc, Sophie oui, justement, j'étais en train de me poser, parce qu'évidemment qu'on a tous envie d'aller en Iran soutenir les femmes et faire la révolution. Je pense qu'on est sur une poudrière mondiale, et moi j'aimerais comprendre, est-ce que quand on dit officiellement quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas en cascade des conséquences diplomatiques? Je pense entre autres à l'énergie, je pense, on est sur plusieurs fronts, et évidemment que, je veux dire, l'Iran, moi c'est la cause qui me touche le plus, mais très sincèrement, je pense qu'il faut arrêter aussi de dire yaka. Si Emmanuel Macron dit demain l'Iran est lamentable, laissez ces femmes, qu'est-ce qui se passe? Donc on est un peu inconséquent quand même. Oui. Non, je suis assez d'accord avec ce point de vue. Effectivement, il ne faut pas être simpliste dans la manière dont on s'exprime sur ce genre de sujet. On est sur une poudrière mondiale, c'est exactement le terme où des choses peuvent arriver en conséquence. Il faut soutenir le peuple iranien, les parlementaires le font, l'Europe va le faire. Le rôle du président de la République, c'est de maintenir le lien diplomatique avec chacun de ses interlocuteurs pour trouver des issues à ces crises, des solutions avec de nombreux partenaires aussi. Il y a du multilatéralisme qui doit se faire. Il ne faut pas oublier que, en ce qui concerne l'Iran, il y a d'autres nations, d'autres pays qui rentrent en jeu. C'est pas le traitement qu'on a réservé à Poutine. C'est pas forcément c'est pas le traitement qu'on a réservé. Le genre de choses qui sont faciles à faire en claquant des doigts. Je m'étonne de cette réelle politique à la carte. Si, parce qu'on a été capable de mettre Poutine et la Russie au banc des nations pour effectivement un motif extrêmement. Non, l'Iran. Je pense qu'on n'a pas mesuré. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas mesuré ce qui se passe en Iran. En Iran, en fait, c'est pas n'importe quel pays. C'est une puissance quasiment mondiale. Regardez comme l'Iran soutient le Hezbollah, le Hamas et diffuse son poison islamiste dans le monde entier, jusque dans les banlieues françaises. Donc je pense qu'on se rend pas compte, ils en sont les principaux acteurs. Mais ils sont pas les seuls, évidemment, je suis d'accord. Mais je pense que Justin Trudeau, le Premier ministre, vous en convenez, la priorité, c'est que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. Mais l'accord que vous espérez, il est plus à l'ordre du jour. Le débat, moi, en tout cas, moi, je voulais saluer on soutient quand même l'engagement. Mais la priorité diplomatique, c'est que les femmes pourraient au moins, les femmes françaises pourraient se mobiliser pour l'Iran. On les entend pas beaucoup, les féministes. On préfère les entendre sur le barbecue. Oh non, mais elles sont. Alors, il y a toutes les actrices françaises qui ont fait. Elles ont coupé leur mèche. Il y a quelques actrices françaises, ont coupé la mèche, tout le monde a ricané. Mais il y a aussi le Yémen, il y a aussi la République du Congo, il y a aussi l'Afghanistan, il y a aussi la Birmanie, il y a aussi beaucoup de pays qui sont aujourd'hui dans une terrible situation. Et moi, je m'interroge aussi sur tout l'argent qui est donné, à l'Ukraine, même si on peut juger cette guerre totalement injuste. On voit que Zelensky, il va à première visite officielle, officielle ou en tout cas à l'étranger, elle est pour les États-Unis. On donne de l'argent à l'Ukraine, très bien, mais il y a peut-être d'autres. Si je peux me permettre, la différence entre l'Iran et les autres pays que vous avez cités, oui, vous avez raison, il y a un véritable génocide en République démocratique du Congo. Il y a des choses
horrible. Mais la différence entre l'Iran et les autres pays, c'est que l'Iran a une stratégie de conquête internationale, de diffusion de son idéologie dans nos pays, et donc ça nous concerne directement. Oui, le Qatar aussi, voilà. D'une certaine manière. Mais bien sûr, mais moi, absolument. Mais c'est une honte d'avoir attribué la Coupe du Monde au Qatar. Mais on est d'accord. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h, on commente l'actualité. On va revenir sur les grèves, évidemment, à la SNCF, peut-être à Air France également. Est-ce que vous avez trouvé un coup de cœur ou un coup de gueule, Loïc Signor ? Non, je partage. On va peut-être revenir sur l'Iran, mais effectivement, je partage le coup de cœur de Michel, malgré nos désaccords sur la position que la France doit avoir vis-à-vis du régime iranien, et là sur la scène diplomatique, mais évidemment, coup de cœur pour ces femmes, notamment. Effectivement, les images nous ont tous marqué, ces femmes iraniennes. On peut parler aussi, c'était en 2021 sans doute, mais ça a continué en 2022, les femmes afghanes qui ont résisté aux talibans, et puis bien sûr le peuple ukrainien. Et je parle pas encore une fois de l'État ou de politique, là, je parle vraiment de ces gens qu'on a vus, ces gens à Kherson quand les Russes sont arrivés et qui se sont mis devant les chars russes. Donc toutes ces personnes dans le monde, tous ces peuples qui se battent pour leurs droits, pour la liberté, c'est quelque chose qui nous a, je pense, collectivement marqué, indépendamment de nos positions politiques. Je pense que la liberté, la quête de liberté est quelque chose qui nous a frappé en 2022. On ne pensait pas revoir ces images. En tout cas, moi, ma génération, j'ai 30 ans, un peu plus de 30 ans, je ne pensais pas voir la guerre dans des pays où je suis allé, dans des pays que je connais, qui sont à quelques milliers de kilomètres à peine de Paris. Et quand on voit ces images à Boutcha, quand on voit ces images à Kherson, quand on voit ces images à Téhéran ou encore en Afghanistan, à Kaboul, effectivement ça marque. Et c'est le coup de cœur pour toutes ces personnes qui se battent pour la liberté. On va revenir en France avec vous, peut-être Samuel, parce que je vois une auditrice qui me dit pour l'instant les femmes françaises s'occupent des enfants, il y a déjà pas mal à faire. Où il y a aussi en France des gens aujourd'hui, moi je suis passée devant une soupe populaire hier, il y avait une queue terrible, donc il y a aussi, il y a une échelle de valeur évidemment, mais il y a c'est très important de le dire. Bien sûr, aussi en France des gens qui souffrent. C'est facile de s'occuper de l'étranger quand on n'a pas de problème en France. Quand chez soi on n'a pas de problème, quand on vit bien. Quand on est propriétaire, je caricature, mais quand on est propriétaire à Paris et qu'on peut mettre ses enfants dans les bons collèges, les bons lycées, et que la vie semble rose pour les années à venir, c'est facile de s'occuper de l'étranger. Quand on est français et que le pouvoir d'achat a énormément chuté, c'est pas la même chose. Ça fait le lien avec mon coup de gueule. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un coup de gueule vis-à-vis des dépenses publiques. Où passe l'argent public ? C'est une question que se posent de plus en plus de Français. Il y a un article qui est sorti dans le Figaro récemment. Il y avait d'autres articles dans la presse les semaines précédentes. En fait, on a l'impression qu'on paye toujours plus et que les services publics se dégradent. Et vous savez, il y a quelques années, on entendait souvent des gens dire « je suis content de payer des impôts, ça veut dire que je gagne suffisamment d'argent ». Vous remarquerez qu'on entend beaucoup moins en ce moment. Parce qu'en fait, même ceux qui ont la chance de gagner suffisamment d'argent se font la remarque suivante, c'est « à quoi sert mon argent ?» Où est-ce qu'il passe concrètement ? Moi, j'invite tous les auditeurs de Sud Radio à prendre une minute à se poser la question sur l'efficience de la dépense publique. En fait, et vous voyez, quand on fait même dans les études, études de droit, faites des études de droit, en première année, en droit, vous avez droit fiscal et des droits sur les dépenses publiques. Et en fait, vous remarquez que vous avez très peu de cours finalement qui sont consacrés à l'efficience de la puissance publique, et on vous parle seulement de la manière dont on remonte les impôts. Oui, mais où est-ce qu'ils partent les impôts ? Quand on voit que l'hôpital se dégrade, quand on voit qu'il y a des problèmes au niveau de l'enseignement, quand on voit qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat, la police, au niveau de la police, de la justice, on sait que par rapport à d'autres pays européens, on dépense très peu dans la justice. Et en ce domaine, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la représentation des faits compte autant que les faits mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand les Français seront arrivés à l'étape où ils se disent « mais en fait, l'État gaspille mon argent », ce sera très difficile de les faire revenir en arrière. Et franchement, on n'en est pas loin. Est-ce que l'État le gaspille réellement ? Est-ce que quelle est l'explication que vous voyez dans la dégradation des services publics ? C'est de l'argent mal employé ? On a l'impression qu'il y a de l'argent qui disparaît dans les méandres de l'administration. On a l'impression que le questionnement sur à quoi va servir l'argent public à la fin est très peu posé.
Et on a l'impression aussi qu'il y a tout un système, ce qui a été déjà reproché depuis des années, d'aide dans la population ou de politiques qui ne sont pas viables ou qui n'ont pas de conséquences positives. Typiquement, la politique de la ville, on a l'impression que c'est le tonneau des Danaïdes depuis des années et les Français le voient de plus en plus. Donc, la politique de la ville, rapidement, c'est l'argent qui est notamment dépensé dans les banlieues. En fait, on voit que la situation se dégrade, qu'il y a de plus en plus d'insécurité et en fait, on continue à mettre de l'argent, des milliards et ça n'aboutit à rien. Bon. Peut-être. Non, mais je pense qu'en réaction, il y a un ressenti qui est juste, et je pense qu'il est partagé par de nombreux Français. Où va mon argent? Après, il y a une grande confusion dans ce que vous dites. La première confusion, c'est ça va dans l'administration. Rappelez-vous de la campagne 2017 où c'était la surenchère de la suppression du nombre de fonctionnaires. 3 ans après, le Covid. Si on avait supprimé un certain nombre de fonctionnaires, comme le promettaient certains candidats à l'élection présidentielle à ce moment-là, on aurait vidé l'hôpital encore plus et on aurait mis l'hôpital public dans une situation encore plus difficile qu'il ne l'était en 2020. Après, vous dites, où passe l'argent? On aurait dans les services un peu publics, le nombre dans les services publics. Dans les services publics. Vous savez toujours où on coupe, dans les salaires les moins élevés. Donc on va à l'hôpital couper dans les salaires des aides-soignantes et des infirmières. C'est ça qui serait passé avec certains candidats à l'élection présidentielle en 2017. D'ailleurs, le débat était totalement absent de la campagne de 2022. Pour preuve, le Covid a changé les choses. Ensuite, vous dites, où passe l'argent? On le voit pas, effectivement, dans les services publics. Non. Regardez ce qui s'est passé avec le budget. Certains, à l'Assemblée nationale, n'ont pas voulu voter ce budget. 3000 policiers supplémentaires sur l'année 2023. Un professeur qui ne gagnera pas en 2023, à la rentrée prochaine, moins de 2000 € net. C'est une promesse, ça sera réalisé, c'est budgété. Moins de 2000 € net en début de carrière. C'est une promesse d'Emmanuel Macron, elle sera réalisée grâce à ce budget. L'hôpital, il y a 1 milliard de prévu par le ministre Braun. Encore une fois, ça vient après le Ségur de la Santé qui a revalorisé les petits salaires, notamment aides-soignantes, infirmières dans l'hôpital public. Et enfin, je sais que vous y êtes attaché, le budget de la justice qui connaît une hausse inédite cette année et depuis l'arrivée d'Éric Dupond-Moretti, place Vendôme. Ça, c'est de l'argent public dépensé. Et ensuite, la dernière confusion que vous faites, c'est sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est pas l'État qui en est malheureusement le coupable. On essaye de combler certaines tensions sur des secteurs, notamment liées à la crise internationale. Alors, et là, on met de l'argent. C'est le quoi qu'il en coûte pour le Covid, c'est le bouclier tarifaire en ce qui concerne les prix de l'énergie, du gaz, du carburant, c'est les ristournes à la pompe pour protéger justement le pouvoir d'achat. Mais ça a coûté des milliards d'euros. Donc effectivement, on pourrait se dire, les dettes, les déficits publics sont notre priorité, mais on ne met pas d'argent dans les services publics pour les rétablir et pour avoir un meilleur niveau de service public, hôpital, police, gendarmerie, justice, école. Et en même temps, on ne protège pas le pouvoir d'achat des Français, on les laisse se débrouiller avec les crises et donc on protège nos déficits et on protège notre dette. Mais ça, c'est une équation qui est insoluble, qui est irréalisable. Nous, ce qu'on fait, c'est un budget à l'euro près qui protège à la fois les ménages, le pouvoir d'achat et qui va mettre des bouées de secours aux services publics. Mais la réalité, c'est quand même que les services publics ne fonctionnent pas. Après, on fait tous le même constat. Je vous lis le tweet d'une avocate hier. Il est 1h43. Du matin. 2 dossiers après nous. Des mecs attendent pour être jugés depuis ce matin. La procureure va se coucher vers 4h du matin pour retourner à l'audience à 9h. Une autre témoigne en disant une maman que j'accompagne, une autre avocate dans mon job a été convoquée à 9h au tribunal comme témoin car victime de violences conjugales. L'affaire a été jugée à 1h45. Vous vous rendez compte? C'est exactement ce que je vous dis. On fait tous le même constat. Il y a un problème dans nos services publics. Il faut mettre de l'argent là où il y en a le plus besoin. La justice est un exemple parfait. Et Éric Dupond-Moretti, depuis son arrivée au gouvernement en 2020, fait augmenter le budget de la justice. On est sur une hausse inédite du budget de la justice. Ça va pas se faire en 2 jours. Pas de fausses promesses. Excusez-moi, c'est pas une question d'argent. Sophie, oui, ce n'est pas du tout une question d'argent. Mais non, on n'a pas. Je suis désolée. Je comprends qu'il y ait des services publics et j'approuve qu'il y ait des services publics. On dit non, surtout pas l'entreprise. L'entreprise sont montrée du doigt parce qu'elle fait mal, etc. Mais je suis désolée, les entreprises savent manager, savent diriger des structures. L'État ne sait pas la stratification des fonctionnaires. Fait que vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, vous n'aurez pas les bonnes personnes au bon endroit, vous n'avez pas la possibilité de les augmenter, vous n'avez pas de primes, il n'y a pas de concurrence. Ce n'est pas possible. Notre pays est à réformer en profondeur. Je veux dire, vous pouvez donner tout l'argent que vous voulez, ça ne veut rien dire le mettre au bon endroit. Je ne sais pas. Et vous ne savez pas quel est le bon endroit.
Et on est, j'en profite aussi pour faire un coup de gueule. Aujourd'hui, votre enfant est malade. Il n'y a plus de Doliprane, de suppositoire de Doliprane pour enfants, de sirop de Doliprane et d'antibiotiques. Et ça, si on n'avait pas empoisonné l'industrie française comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier que les pouvoirs politiques ont mis l'industrie dehors il y a une dizaine d'années. Et donc notre industrie est délocalisée. On a les molécules à l'étranger. C'est épouvantable. Et quand on veut relocaliser l'industrie, et on s'y applique tous. Je veux dire, le monde de l'entreprise s'applique à relocaliser et on nous emmerde à longueur de temps. Contrôle, punition, amende, dréal, le prêt d'à côté, les grenouilles qu'on laisse pas tranquilles. Je veux dire, il y a un moment, oui, les grenouilles, parce que les écolos ne supportent pas les usines, donc il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans le prêt d'à côté. Allez, voilà. Bon, on continue ce débat et puis on va parler également de la grève à la SNCF. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble jusqu'à 10h avec vous. Donc, votre coup de gueule, c'était sur l'argent public et les services publics qui se dégradent. On évoquait alors moi, je voulais commenter. Je veux dire, surtout, l'argent public est très, très mal employé. Je veux dire, au niveau des services publics, il n'y a pas de gestion des ressources humaines efficace, il n'y a pas de contrôle de gestion, il n'y a pas d'évaluation de l'emploi. C'est ce que dit Sophie de Menton. C'est plus que des questions d'argent. Dans l'hôpital, il y a beaucoup trop d'argent qui est mis sur l'administratif. Tous les soignants s'en plaignent. Donc, je veux dire, on pourrait faire de gigantesques économies en mettant déjà. Je parle même pas de supprimer des emplois. Je parle déjà tout simplement de mieux gérer l'argent public. Et ça, quelle politique va avoir le courage de le faire? Le grand tabou, ils savent pas le faire. Le grand tabou est le suivant. On a l'impression, quand on entend les décideurs publics actuels, que c'est normal de payer autant d'impôts et que c'est normal que les services publics se dégradent. Alors que même si les Français, dans le détail, ne savent pas exactement dans quelle administration il y a tel ou tel problème ou comment ça se passe exactement, ils ressentent qu'il y a un problème d'organisation générale. Et je pense que là où Loïc Senior et Renaissance fait fausse route, c'est sur 2 points. Le premier point, c'est qu'en fait, on arrive à un niveau de déclassement qui est sans précédent. Et donc, on ne pourra pas seulement dire qu'on met 1000 € ici, 200 € là, et ça ne suffira pas. Et le deuxième point qui est essentiel, vous avez dit que le pouvoir d'achat, en fait, l'État fait des chèques, concrètement. Non, le pouvoir d'achat, c'est d'abord ce qui reste dans la poche des Français, après que l'État leur a pris des taxes et des impôts divers. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, le pouvoir d'achat diminue et les impôts continuent d'augmenter. Les impôts n'ont pas augmenté depuis le 2017. Ils ont même été baissés. Je suis désolée pour les entreprises, c'est absolument faux. Il y a des taxes supplémentaires. C'est un vase communicant. Les entreprises ont vu leur impôt baisser depuis 2017. Avec le prix de l'énergie qui les fait autre chose. Non, mais tout est autre chose. Mais pardon, mais les impôts de productivité, des amendes permanentes, des taxes, c'est en permanence. C'est pas la politique du gouvernement. La politique du gouvernement, c'est justement d'être au soutien des entreprises. Ça nous a suffisamment été reproché par une partie, notamment à gauche. On a enlevé l'ISF, on a supprimé la taxe d'habitation, on a supprimé la redevance audiovisuelle et on n'a pas augmenté les impôts. Vous avez mis une taxe sur l'immobilier qui est très importante. Ça remplace l'ISF. On a remplacé l'ISF par l'IFI. Ça concerne une très petite partie des Français. Sophie de Menton fait bien de parler des amendes parce que vous savez qu'il y a la question des ZFE qui va arriver dans quelques mois. Et c'est quoi les ZFE? C'est les zones à faible émission. En fait, c'est des zones français exclues, parce que c'est des zones dans de nombreuses villes en France dans lesquelles les Français ne pourront plus venir avec leur voiture. Et la réalité, c'est qu'en fait, ceux qui voudront venir dans ces zones-là risquent des amendes. Donc en fait, c'est de la fiscalité indirecte via des amendes. Ouais. Voilà. On parle de la grève à la SNCF, grève à Noël, grève le 31 décembre. Je vois le syndicaliste Anas Kazib, que vous devez connaître, qui dit un cheminot qui va bosser le 25 décembre va avoir le droit à une majoration de 32 € pour se réveiller à 4h du mat, alors afin que d'autres puissent passer Noël peinard. À quel âge sa retraite? Il avait qu'à faire Mbappé s'il voulait faire autre chose. Mais des gens critiquent encore la grève pour qu'eux puissent être en famille, mais pas le cheminot. Et je trouve que ça traduit cet état d'esprit dégueulasse moi j'y ai pas droit, donc toi tu y as pas droit, et la haine finalement de l'autre, au-delà des revendications qui ont été discutées avec la SNCF, ce pouvoir de nuisance que reste malgré tout, même s'il y a le droit de grève, on va mettre la tartine de bons sentiments, c'est scandaleux cette grève. Non, alors là c'est pire que ça, c'est même, je trouve, honteux. Une trahison de leur part du sens même du service
service public, quoi. C'est-à-dire ça, moi ça me conduit à souhaiter même que d'être fonctionnaire et d'être fonctionnaire à vie pendant toute sa carrière, quel sens cela a lorsque ils osent, combien ont-ils été à bloquer le pays au niveau des raffineries de pétrole il y a quelques semaines. C'est une honte absolue. Je veux dire, c'est vraiment indigne d'un pays. Et deuxièmement, puisque on a l'honneur d'être à la table de deux politiques, quand est-ce que des politiques auront le courage de faire passer une loi toute simple, de bon sens, qui est appliquée en Italie, d'interdire les grèves, les week-ends de départ en vacances, de Noël, de Pâques et de grandes vacances, parce que ça impacte et ça nuit à tellement de familles. C'est la Constitution qui nous l'empêche. Non, je suis désolé. Tous les droits, non, c'est tout à fait inexact. C'est tout à fait inexact. Tous les droits sont encadrés et limités par la loi. Vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, toutes les libertés les plus fondamentales posent des principes qui sont encadrés par la loi. Il n'est pas contradictoire avec le principe constitutionnel de grève. Mais c'est pas vrai. C'est toujours possible de changer la Constitution. Mais bon courage, Michel. Et alors, mais il y avait le service minimum obligatoire proposé par Nicolas Sarkozy aussi. Mais oui, c'est pas du tout absurde. Et s'il faut changer la Constitution, qu'on la change. Mais écoutez, quand même, la tranquillité des Français mérite bien qu'on adapte les lois à nos intérêts. Il y a un sujet qui m'a... Pardonnez-moi, mais il y a un sujet qui me semble encore plus grave, parce que je suis complètement d'accord avec ce que dit Michel Taube, etc. Il y a un sujet qui est beaucoup plus grave, c'est-à-dire que notre pays se délite parce que les syndicats ne tiennent pas ce mouvement. Il y a un mouvement je crois que c'est sur Facebook, de gens qui ont décidé de faire la grève. Les syndicats qui sont supposés être une force intermédiaire et qui d'ailleurs, qu'il aurait fallu réformer depuis très longtemps parce qu'ils ne représentent plus grand-chose et que, à la limite, il faudrait presque un syndicalisme obligatoire. Au moins, il y aurait un syndicalisme qui représenterait quelque chose. Mais là, ça sort de nulle part. Il y a quoi? Il y a 2000 personnes, vous me rectifierez le chiffre, qui ont décidé de bloquer la France, de bloquer les Français au moment des fêtes, et personne n'a de pouvoir sur eux. C'est-à-dire que c'est très inquiétant sur l'état du pays. Il n'y a que des groupuscules qui prennent le pouvoir, des extrémistes dans les manifs, où est-ce que les syndicats? Moi, je suis très inquiète. Je veux dire que c'est les syndicats qu'il faut mettre en cause. Et ils ne voulaient pas à la base. Puis finalement, on laisse un préavis de grève sans confirmer. Et ça veut dire qu'on est un pays en plus sans concurrence, parce qu'une fois qu'il y aura la concurrence, ça se passera mieux. Et je trouve que vous ne vous inquiétez pas de ce sujet, qui est un sujet politique majeur. Si j'étais Renaissant, je serais un peu inquiet. Et parce que c'est le rôle du politique, ça, quand même, d'assurer la cohésion du pays. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ça, des syndicats qui n'ont même pas de pouvoir? Un groupe sur Facebook et hop, on met la France en grève. Les services publics. Il va répondre, puis après Samuel Lafont. Sophie de Menton, je ne pense pas qu'il faille mettre à bas les syndicats. Non, mais les syndicats sont à respecter, en tout cas lorsqu'ils respectent les règles du jeu. Un syndicat, comme une organisation patronale, vous le savez, doit se mettre à la table avec le politique quand il y a négociation, quand il y a concertation. Non, c'est la réalité. C'est la démocratie. C'est la réalité, ça aboutit c'est les règles. C'est les corps intermédiaires qui doivent dialoguer avec le politique. Si je ne peux pas parler, je ne vais pas pouvoir vous répondre, Sophie de Menton. Mais vous la connaissez pas, je la connais un peu de mon ancienne vie. Sophie de Menton est une personnalité très engagée et d'ailleurs, dans ses propos, traduisent quelque chose. Ce n'est pas le politique qui est responsable. Le politique doit justement être un liant dans ce conflit qui oppose malheureusement les syndicats aux Français. Et ça, c'est pas normal. Parce que le syndicat, normalement, ne doit pas prendre en otage les Français. Je sais que certains réfutent cette expression, mais quand il s'agit de grèves dont on ne connaît pas réellement l'impact, il y a encore quelques jours, sur la période de Noël, et là, je vous rejoins Michel Taube, c'est pas normal. C'est pas normal que des syndicats décident de faire grève comme tous les ans. C'est un peu le calendrier de l'avant de la CGT. Il y a 200 000 personnes qui vont pas pouvoir exactement, voyager. Et ça, c'est pas normal. Et parce que, encore une fois, on crée un effet pervers. Ce sont les personnes les plus aisées qui vont prendre l'avion ou qui vont prendre d'autres moyens de transport pour se rendre dans leur famille pendant les fêtes et notamment celle de Noël. Oui, mais vous voulez pas changer les lois. Mais on va pas changer la Constitution, Michel Taube. On va essayer d'avoir un dialogue constructif avec des personnalités qui ne veulent pas. Juste pour aller dans le sens de Michel Taube, ce qu'il a dit tout à l'heure est très important. On entend systématiquement dans ce pays, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sur l'immigration, typiquement, sur la sécurité, on entend ça. On entend ça depuis des années. Ce n'est pas possible. Si
En fait, si on veut changer les choses, on peut changer. Feriez quoi? Qu'est-ce que ferait Éric Zemmour sur ce point-là, juste, on peut changer les textes. Il faut arrêter de dire aux Français. Il faut. De manière générale, de manière générale, on peut, si le pouvoir est au peuple, qui va arriver. Si le pouvoir est au peuple, les Français peuvent. Si le pouvoir est au peuple, non, si le pouvoir est au peuple, vous pouvez changer. C'est la concurrence. La SNCF va mourir. Loïc Signor, merci de Si on continue comme ça, la SNCF va être dépassée par la concurrence. Le fait est qu'il y a un point extrêmement important, c'est que si le pouvoir est au peuple, les Français peuvent demander. Est au peuple, eh bien, les Français peuvent demander. Ne vous en déplaise, mais le pouvoir est au peuple. Les Français peuvent demander des changements de texte. C'est tout. Il faut arrêter de dire systématiquement que ce n'est pas possible. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle le suffrage universel direct. Les Français entendent systématiquement des gens qui ne font pas le travail. Typiquement Emmanuel Macron sur la sécurité, sur l'immigration. Vous avez tenté votre chance. Le pouvoir est au peuple. Mais ça n'a pas de rapport. Le pouvoir est au peuple. Non, des choses concrètes. Ça s'appelle l'élection présidentielle, les élections législatives. Vous n'avez pas eu de député. Peu importe. Le pouvoir est au peuple, mais pas pour vous. Arrêtez juste de dire que ce n'est pas possible. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. J'essaie de réfléchir de manière moins simpliste. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que ferait Éric Zemmour au pouvoir? Non, d'abord le point essentiel, et j'y reviens, parce qu'on entend trop peu souvent, c'est qu'il faut arrêter systématiquement de dire que ce n'est pas possible. On peut changer les textes. Mais personne ne dit que ce n'est pas possible. Si vous l'avez dit tout à l'heure. De changer la Constitution, c'est autre chose, vous en conviendrez. Deuxièmement, ce qui se passe au niveau des grèves, parce qu'on parlait des grèves en particulier, c'est que, comme vous l'avez dit en introduction, malheureusement, on ne regarde pas l'impact de ces grèves. Et il y a des Français plus favorisés que d'autres, qui pourront évidemment prendre un billet d'avion, changer de billet de train, parce que si Air France n'est pas en grève. Mais vous ne répondez pas, Samuel Lafont, qu'est-ce que vous faites? Je réponds sur la SNCF. Ils pourront donc prendre un billet d'avion, ils pourront changer de billet de train avec un surplus, ils pourront, pour certains, par exemple des cadres du tertiaire, être en télétravail, ils pourront se débrouiller. Mais là, c'est la famille, là, c'est retrouver la famille pour Noël. Non, mais il y a de très nombreux Français qui ne vont pas pouvoir. Moi, j'aimerais bien qui ne vont pas pouvoir décaler. Je vous ai répondu. Qui ne vont pas pouvoir décaler leur billet de train. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des grands-parents qui ne vont pas voir leurs petits-enfants. Ce sont des enfants qui ne vont pas. Il n'y a pas de proposition. Alors, moi, j'aimerais. Il n'y a pas de proposition. Vous nous dites de dire que ce n'est pas impossible, mais vous ne faites aucune proposition. Loïc Signor, je vous invite à relire la Constitution, parce que je vais vous dire ce que dit la Constitution. Le droit de grève est inscrit dans le préambule, dans l'alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946, reprise en introduction par la Constitution. Et que dit la phrase? Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Donc je redis, c'est dans la Constitution, je le redis, des lois qui le réglementent. Donc il suffirait que le politique, les parlementaires prennent leurs responsabilités et disent: nous constatons que depuis des années, à des moments privilégiés dans la vie des familles, on nuit à des centaines de milliers de personnes, et on adopte une loi qui régente, qui limite, comme toutes les autres libertés. Le Parlement, c'est pas Twitter, c'est pas un sondage, Michel Taube. Mais si, la grève, c'est Twitter, pratiquement. Mais pourquoi vous ne voulez pas reprendre une idée simple qui rentre dans l'exercice du droit parlementaire? Je répète, le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Donc on change les lois, c'est tout. C'est pas la peine de changer la Constitution. Alors déjà, ça n'est pas la peine de changer la Constitution. Alors déjà, on dépassionne le débat. On dépassionne le débat. Si vous voulez changer la Constitution, déjà engagez-vous en politique. Non, c'est pas la peine de la changer, puisque la Constitution dit que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Vous interprétez. Franchement, vous bottez en touche pour ne pas avoir le courage de gérer le problème. Déjà non. Enfin, c'est pas la responsabilité du gouvernement de proposer une loi qui dise à des grévistes ultra archi minoritaires: vous ne pourrez pas exercer un droit abusif, parce qu'ils abusent de leurs droits. Ils abusent de leurs droits. Donc la loi n'est pas là pour empêcher des abus d'exercice de fait accompli par des grévistes. Vous êtes sur une proposition de loi niveau café du commerce, Michel Taube. Mais pas je vous le répète. C'est vraiment scandaleux. Mais c'est vous qui n'osez pas. Eh ben bonjour, à quoi ça sert Renaissance? Ce n'est pas aussi simple et aussi simpliste que vous le dites. Les lois qui le réglementent. Deuxièmement, le droit de grève, on le connaît, il est inscrit dans la Constitution, et les gens qui veulent faire grève ont le droit de faire grève. C'est un principe inaliénable. Mais c'est pas vrai, c'est pas ce que dit la Constitution. La Constitution dit que donc le gouvernement se satisfait de cette grève et qu'il y a 200 000 personnes qui ne puissent pas. On ne peut pas avoir un raisonnement plus compliqué qu'une simple proposition de loi digne d'un sondage d'Elon Musk sur Twitter. On pourra s'arrêter là. Simplement, il y a un droit de grève qui est inscrit dans la Constitution. Deuxièmement, quand il y a des abus,
il faut les dénoncer. Et nous les dénonçons. Aujourd'hui, ce que font les syndicats de la SNCF, on ne peut pas avoir un raisonnement de plus de 2 minutes. C'est complètement compliqué. Si aujourd'hui on doit dénoncer les comportements de ces syndicats et nous les dénonçons, il faut aussi trouver des solutions. Les solutions, c'est préserver notre joyau qu'est la SNCF. C'est un trésor français. Et ça, la concurrence, elle va pas laisser les choses se faire facilement pour ceux qui veulent casser l'objet. Le joyau, vous êtes gentil, les trains partent pas à l'heure. C'est un joyau qui est en mauvais état. Voilà, c'est un trésor qui est en mauvais état. Et il faut le sauver. Et c'est pas en tapant dessus qu'on va le sauver. Pause. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on parlait de la grève à la SNCF. Sophie, on vous a coupé la parole. Peut-être un mot. Quelle solution? Est-ce que alors c'est pas le gouvernement n'est pas responsable en tant que tel. Il y a eu des discussions. Hein, je vois, il y a eu des avancées. Il y a eu 600 € bruts par an de primes de travail. Et les patrons de la SNCF disent on aurait pu poursuivre les négociations sur cette punition quand même pour les Français qui vont rejoindre leur famille. Elle est quand même insupportable. Oui, alors d'abord, il faut savoir que ce qui est très embêtant, c'est que finalement, on augmente dans le service public quand il y a grève, c'est-à-dire que la politique managériale, DRH, excusez-moi, du gouvernement, c'est on attend la grève et là, on augmente les gens et on cède. Je ne vois pas pourquoi ils ne continueraient pas les grèves. En plus, comme la grève doit être efficace, comme vous le dites, les syndicalistes sont dans un certain cynisme. Pour que la grève marche, il faut que ça gêne beaucoup de monde. Donc là, on a trouvé. Et ensuite, moi, ce qui me choque, d'abord, je suis entièrement d'accord avec Michel Taube. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy l'a fait. On peut tout à fait aménager le droit de grève en préservant l'intérêt du pays. Comme d'ailleurs, on aurait pu faire quelque chose pour l'essence. Ça s'est résolu autrement, mais on a le droit. Donc, c'est pas à réformer la Constitution. Mais tout ça part dans le très mauvais sens. Et la quatrième chose, c'est que là, on a des syndicats très gênés qui ne savent plus très bien comment faire parce que ça ne vient pas d'eux. Oui, c'est ça. Ils sont un peu dépassés par leur base. Ils sont dépassés par les événements. Et quand on dit tout à l'heure, je vous écoutais en disant non, il faut donner la parole au peuple, je suis désolée. Quand vous avez 2000 personnes sur Facebook qui arrivent à déclencher une grève, j'allais dire, une grève qui va gêner toutes les familles françaises à Noël, si c'est le peuple qui parle, c'est même pas les syndicats. Donc d'abord je ne suis pas du tout pour laisser la parole au peuple. On a une démocratie, on élit des gens. Cette démocratie malheureusement est faible. Le Parlement en ce moment donne un exemple pitoyable parce qu'on n'a plus confiance. Donc ce qu'il faut faire, c'est très compliqué parce qu'il faut tout faire à la fois. Il faut reprendre les choses à la base, il faut manager différemment, il faut redonner du pouvoir à tout ce qui est... Mais tout ça, c'est un peu, vous disiez des yakas, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez une base qui réussit à bloquer. Moi, je trouve le tweet d'Anas Kazib absolument dégueulasse, parce que qui va souffrir de ça? C'est les plus pauvres, les plus précaires, ceux qui ont de l'argent peuvent prendre l'avion. C'est un auditeur me dit... ils sont en grève aussi, pratiquement. Un auditeur me dit il manque tout simplement d'humanité. Effectivement, c'est de l'humanité, c'est un manque d'humanité que de faire grève à la veille de Noël. Oui, d'éthique aussi. Bref. Solution, on l'a dit, ce sera la concurrence. La fin ne justifie pas le moyen. Non, mais il y aura de la concurrence qui va arriver et la grève La concurrence est déjà là. On l'a vu lors d'un précédent mouvement de grève à la SNCF où Trenitalia était le seul train au départ de la gare de Lyon pour aller à Lyon puis finir son parcours à Milan. Et là, c'est ça que nous regrettons, c'est que encore une fois, la SNCF, mais même on peut élargir à la RATP, ce sont des trésors français et j'en conviens qui ne sont pas dans un bon état. Lorsque l'on va aborder les discussions sur la réforme des retraites et qu'on abordera le chapitre spécifique concernant les régimes spéciaux, on sait quel sera l'accueil de ces syndicats. Je pense en l'occurrence à Sudrail et la CGT qui sont vent debout contre ces mesures. Et on va malheureusement, et ça je le regrette, laisser de côté toutes les avancées sociales que le gouvernement promet, un minimum retraite, la prise en compte de la pénibilité, les carrières longues, les carrières hachées. Et ça, c'est important. Et malheureusement, le débat public va se déporter sur les régimes spéciaux et sur la réforme de l'âge. Et ça, c'est dommageable, si je peux terminer, Michel Taube, parce que encore une fois, on va avoir un double effet pervers. Les Français seront malheureusement pris en étau avec ces grèves qui vont se répéter. Et ça, c'est désormais certain, parce qu'ils s'ils commencent à Noël, c'est qu'ils veulent
veulent aller plus loin. Donc à nous de se mettre autour de la table avec des syndicats dits réformateurs, responsables, qui peuvent trouver des points d'accès. Une poignée, mais qui n'ont pas de pouvoir. Mais qui n'ont pas de pouvoir. Quand vous avez 10 personnes qui bloquent les raffineries. On revient, Sophie de Menton, dans ce que vous dénoncez au départ, le yaka faucon. Si on ne peut rien proposer et si on n'a pas d'espoir dans la solution du dialogue, on ne fait rien, on réquisitionne et on change notre façon de gouverner. Mais c'est pas la réalité et c'est surtout pas le souhait et le désir du gouvernement d'Elisabeth Borne et du président de la République. Donc il faut se mettre autour d'une table et essayer de trouver des solutions. Mais vous y croyez, ça ? S'il y a blocage, et on l'a vu au moment de la crise des carburants, il y aura réquisition comme c'était le cas. S'il y a blocage au niveau de la SNCF, il va falloir dire aux syndicats qu'à un moment donné, la concurrence viendra remplacer ce joyau et ce trésor français qu'est la SNCF. Et ça commence déjà à être le cas. Le 2 janvier, tout le monde est perdant. Bonne nouvelle, Éric Ciotti, nouveau patron des LR, rencontre aujourd'hui Elisabeth Borne, première ministre. Ils vont ensemble trouver une solution de sortie de crise et de réforme des retraites en passant. Je le dis avec un peu d'humour. Je voudrais qu'on parle quand même de ce projet de loi immigration. Moi, quand je l'ai lu ce matin, là, on fait une loi. Tiens, c'est drôle. Là, on fait une loi. Ça m'a fait penser, vous savez, quand vous êtes enfant et que vous faites des règlements, ne pas rentrer dans la chambre, moins un point, etc. C'est-à-dire que c'est une série de mesures qui sont peut-être bien, on va en discuter, mais qui me semblent totalement inapplicables. Alors c'est bien, il y a sûrement de la volonté politique. On n'arrive déjà pas à expulser les gens qui devraient l'être. Donc quand on dit qu'il faut que les gens parlent français pour pouvoir obtenir un permis de séjour, il y a déjà un certain nombre de personnes qui ne parlent pas français. Contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. On va avoir des contrôles qui vont être faits par qui, comment, pourquoi. Je ne sais pas, vous l'avez regardé, Samuel Lafont ? Rapidement, mais la réalité, c'est que, encore une fois, on a l'impression que le gouvernement est irresponsable et qu'en même temps, il nous dit, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire. Eh bien, si, on peut décider qu'en France, il n'y ait plus d'entrée illégale d'immigrés, juste sur l'immigration illégale, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des contrôles efficaces. Vous les faites faire en sorte que les OQTF, laissez-moi terminer. Faire en sorte que les OQTF, vous proposez des idées dans l'atmosphère sans aucune application les possible. OQTF ne sont pas appliqués, tous les Français le savent. Attendez juste. Mais en fait, laissez-moi terminer. Vous les faites Loïc Signor, vous êtes vraiment dérangeant parce qu'en fait, c'est la question. Mais c'est la question que je vous pose. Vous faites partie d'un mouvement. Vous faites partie d'un mouvement qui a nié la réalité de l'immigration massive depuis des années. Alors que les Français, absolument. Alors que les Français sont de plus en plus opposés à l'immigration dans tous les courants politiques. Et on a à la tête de l'État un président de la République et un Premier ministre qui nous explique depuis des mois qu'en fait l'immigration serait une chance. Que l'immigration serait une chance. Non, l'immigration n'est pas une chance. Les Français le disent. On nous explique qu'on va demander à des personnes de parler français. Alors qu'en fait, votre poésie, ça n'a pas marché la première fois, ça ne va pas marcher la seconde. Personne ne fait. Soyez plus poli, s'il vous plaît. Soyez extrêmement poli. Non, vous l'êtes pas du tout. Si. La réalité, c'est que en fait, les Français en ont assez d'immigration massive, que vous êtes encore en train de faire de mettre un pansement sur une jambe de bois. Il y a en plus dans ce projet de loi un vrai danger de régularisation massive. Le mot en plus régularisation massive qu'on lit est faux parce que régularisation est faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce ne sont pas des régularisations. Une régularisation, c'est que ces personnes qui n'ont rien à faire en France entrent dans une situation régulière, c'est-à-dire retournent chez elles. Alors, on est toujours dans cette même logique immigrationniste, en fait. Toujours plus d'immigration et ça ira mieux. Alors, Samuel Lafont, il y a un volet répression qui est... Alors, vous avez 30 secondes pour répondre, mais au rayon du durcissement, l'article 13 veut imposer à l'étranger qui demande un titre de séjour de s'engager à respecter les principes de la République et de rendre possible le refus, le retrait ou le non-renouvellement de certains titres de séjour pour des nouveaux motifs liés à ce comportement. Qui va contrôler ? Comment on va faire ? Mais au-delà de ça... Alors, attendez, je voudrais que Loïc puisse répondre, parce qu'il représente le gouvernement. Je ne représente pas le gouvernement, mais le parti de la majorité. Porte-parole de la majorité. Simplement. Qu'est-ce qu'on fait ? Simplement. On va accentuer les contrôles. On va mieux contrôler. Mais la puissance publique. Vous êtes si attaché à la puissance publique. Vous connaissez l'OFPRA, vous connaissez la police aux frontières, vous connaissez les responsables de CRA. Vous prenez l'avion de temps en temps, vous arrivez. Vous prenez l'avion de temps en temps quand il y a 2 guichets ouverts sur 20. Si
si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait avant? Si c'est une pourquoi n'ont-ils pas fait avant? Ils sont accueillis en bras ouverts par Emmanuel Macron. Dont parle en permanence l'obsession de Samuel Lafont, ils ne prennent pas Air France, ils ne prennent pas l'avion, ils n'arrivent pas à Roissy à Orly. Et dans la loi sur l'immigration, ce qui me fait rire, c'est votre obsession à ne rien comprendre. Non, mais sur l'immigration massive, c'est vous qui n'avez pas compris depuis des années que ça détruisait notre pays. Ça détruit notre pays. Et en fait, vous le faites. Stop, on s'est pas mis d'accord sur ce sujet. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en redébattre. Merci, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.